Beaucoup d'affaires criminelles sont aujourd'hui inexpliquées dans Lyon, de meurtres ou de disparitions de jeunes femmes, ce qui avait fait dire au Conseil supérieur de la magistrature qu'il y avait 0,00% d'élucidation des affaires de disparition de jeunes femmes. C'est un profond scandale pour l'institution judiciaire, même si moi je peux admettre qu'il y ait des kyrielles de petites erreurs qui conduisent à l'énormité de ce dossier. Je crois que l'institution est responsable. Les victimes, dans les deux cas, ont le même profil, c'est-à-dire des jeunes femmes de la DAS, sans famille, ou en tout cas avec des liens distendus, voire quasi inexistants à ce moment-là avec leur propre famille. Donc des personnes finalement auxquelles peu de monde s'intéressera si elles disparaissent. J'ai répondu à une annonce qui était passée dans Lyon Républicaine, qui recherchait une personne pour s'occuper d'une grammaire grabataire et que j'étais nourrie-logée. J'ai rencontré Dunant d'abord dans un café, puisque moi à l'époque j'étais au foyer de jeunes travailleurs, et quand je lui ai dit que je faisais partie de la DAS mais que j'allais me retrouver à la rue, pour lui ça a été la bonne aubaine. Et il m'a recrutée. Il m'a présenté à un soi-disant ingénieur qui était là pour préparer ma chambre, faire des travaux dans la maison pour que je puisse avoir mon indépendance et ma chambre dans le sous-sol. En fin de compte, il était là juste pour aider Dunant à me séquestrer. Et lui, il n'a jamais été inquiété par la suite? Non. Il m'a fait visiter la maison en haut, après il m'a fait descendre en bas. Et à partir de là, j'ai eu le droit à une couverture sur la tête et puis il m'a enchaîné. Il n'y avait pas 36 pièces, il y avait une pièce dont le mur arrivait, autant que je me souvienne, à peu près à ce niveau-là. Donc ça vous fait une pièce de, vous voyez, 9 mètres carrés, même pas. Avec des murs en parpaing de vin, une bonne porte, une bonne isolation phonique, et l'interrupteur était à l'extérieur. La fenêtre ne faisait pas partie de la pièce. La pièce était complètement noire. Ça, c'est sûr. J'étais enchaînée à un tuyau, sur la pointe des pieds. Il me fouettait avec un fouet, avec des câbles électriques. Il m'a percé les lèvres matrices supérieures avec des aiguilles à tricoter pour mettre des anneaux de rideaux. J'ai eu la poitrine de percer aussi par des aiguilles à tricoter. J'ai eu le droit à des brûlures, entre autres croix gammée sur la poitrine. Il y a une rue, la Caboutie, à la Nationale. C'était facile
pour des gens de venir à pied, se garer, de se faire déposer sur la nationale, il n'y a aucun problème. Ici, les voisins n'ont rien vu du tout, personne Non, n'a non, rien. À combien vous estimez le nombre de clients qui sont venus vous torturer? Minimum 30, mais à chaque fois j'étais cagoulée et à chaque fois je les voyais pas, j'entendais pas leur voix. Il m'avait fait apprendre un texte par cœur où il y avait marqué les tarifs. Brûlure de cigarette, 300 francs, brûlure au chalumeau, 1500 francs, passer toute la nuit avec moi pour me torturer, 5000 francs. Oui, c'est sûr qu'il s'est fait du fric sur mon dos, ouais, pas de problème. Hein. Après m'avoir brûlé la poitrine au tournevis rougi, ça s'est infecté. Et là, il a commencé à paniquer. Il a fait venir un médecin que je n'ai pas vu parce que j'avais la cagoule sur la tête. Par contre, j'ai entendu le médecin dire à Dunant que pour l'instant, je ne servais plus à rien et que Dunant, il avait été complètement cinglé de m'avoir esquinté la poitrine comme ça. J'ai été violée, j'ai été battue et battue et battue. Et des sévices où moi-même, j'arrive même pas à le dire parce que je peux pas. Apparemment, je suis restée que 3 semaines. Mais peu importe le temps qu'on reste. Les sévices, ils sont là. Et puis ils sont dans notre corps, ils sont dans notre tête, et puis on dort pas. C'est des trucs qui me reviennent sans arrêt. Même encore aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai été pas mal esquintée. Et je lui disais, mais barre-toi, il va nous tuer. C'est foutu pour nous, si tu te barres pas, c'est foutu. Et c'est là qu'elle est partie, elle m'a dit, fais-moi confiance, je reviendrai. 3 mois enfermés dans le noir, c'est déstabilisant. On ne sait plus où se trouve Auxerre, où se trouve le sens inverse, où se trouve la police et tout. Et c'est vrai que j'ai atterri chez ma mère et c'est mon médecin traitant qui a fait appel au procureur de la République. J'ai fait une enquête, disons, non officielle, parce que c'était des filles de la DAS, et elles n'étaient déclarées disparues par personne, parce que la plupart étaient majeures. Je me suis entêté, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des disparitions suspectes, parce que ces filles-là n'ont jamais réapparu. Et moi, quand je les ai vus arriver, je croyais que c'était des gens qui venaient m'acheter. J'ai été commissaire à l'époque où l'affaire Dunant éclatait. C'était le premier à intervenir au pavillon des Dunant.
Et ce qui avait frappé ce policier, c'est que, en fait, l'information ne s'était pas cantonnée à l'hôtel de police, mais d'autres gens le savaient, puisqu'il a trouvé sur place un journaliste local de Lyon Républicaine qui était présent sur les lieux. C'était quand même pour le moins surprenant. L'affaire a été sabotée, et là je maintiens sabotée, dans le temps de la découverte, le lendemain, le surlendemain ou plus tard. Il y a une fuite au ministère de l'Intérieur, au service de presse. L'affaire était révélée. Il n'y a pas meilleur moyen pour prévenir les clients de ne pas se pointer que d'utiliser encore les médias, quoi. Bon, alors ça s'appelle un sabotage, oui, bien sûr. C'est un sabotage. Étant les premiers à intervenir sur les lieux, il aurait dû être convoqué au tribunal pour raconter les conditions de l'interpellation. Or, il n'a jamais été convoqué au procès de Claude Dunant. Et M. Vialat a toujours été étonné. Pour lui, cette affaire a été foirée. Il est décédé le 1er décembre 2002 d'une crise cardiaque. Sa femme ne lui connaissait pas d'ennui de ce genre. Mais voilà. Son terme, c'était des clients haut placés, que de toute manière, il s'en sortirait toujours parce qu'il avait des clients haut placés. Avant de partir, j'ai pris le plus de preuves possibles, dont photos, carnet d'adresse à lui et tout. Je n'ai parlé qu'aux inspecteurs du CSM et je n'en dirai pas plus. Bon, d'accord. Je suis toujours tenue par mon obligation de réserve. D'accord. Il y a 3 carnets. Et il y a toutes les adresses de tous ces clients dedans. Ces carnets, ils sont passés où? Lors de l'inspection conduite en novembre 2001 à Auxerre par le procureur général de Paris, il a été révélé que des scellés de l'affaire Dunant avaient été détruits. Est-ce qu'il vous a posé des questions sur les clients? Non. Non, Jamais. non. On a l'impression qu'on n'a pas vraiment recherché qui étaient les clients de Claude Dunant. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, oui. J'ai l'impression que si cette affaire avait été confiée en 2003 à certains magistrats instructeurs parisiens, très probablement, les suites en seraient différentes. Il y aura eu une cinquantaine de clients. Sur cette cinquantaine de clients, on en a identifié 4. Sur ces 4, 3 sont décédés. 2 sont décédés de crise cardiaque. Et puis le troisième, qui a été condamné, et qui menaçait de faire exploser le département par rapport à ce qu'il savait sur cette affaire ou d'autres choses. Il est décédé de manière totalement brutale en 2001. Il tue sa femme et se suicide. Et le quatrième client qui a été identifié, son dossier a disparu et il n'a pas été inquiété.
On doit se poser la question. Voilà quelqu'un qui est désigné nommément, qui existe, qui, si je lis la loi, a commis une infraction de nature criminelle et qui ne sera pas poursuivi. Le fait est que ça pose un point d'interrogation en mode majeur dont chacun fera ce qu'il voudra. C'est donc un refus. Oui. C'est un refus, j'ai bien compris. Bien, écoutez, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur, est-ce que vous êtes monsieur Joseph? Oui, bonjour. Ça vous dit quelque chose, Claude Dunant? Comment Oui, ça me dit quelque chose. Oui, ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai eu un non-lieu, alors oui, voilà ce que je peux vous dire. Vous n'avez jamais non. participé à tout ça? Mais je le connais. Je l'ai connu quand il habitait Villefranche. Vous n'êtes jamais allé à Poigny, vous? Non, non. Oui, mais comment ça se fait que vous vous êtes retrouvé impliqué dans cette affaire? Pourquoi Dunant a-t-il donné votre nom? Moi, je pense qu'il a voulu couvrir quelqu'un, moi, je pense. Vous avez même jamais su qu'il faisait ça, qu'il avait ce réseau sadomaso, là? Non, si, je savais qu'il était un peu... qu'il bizarre. connaissait des femmes, si, ça, je savais. Ça. Mais vous avez jamais été Ça, client? Non, je n'ai jamais été client. J'aurais bien aimé rencontrer une amie, mais pas, dans ces conditions. Dans ces conditions un peu... Oui, puis pas pour bizarre, faire, parce que là, il est bizarre. Il est torturé, là. Oui, il paraît qu'il les a... Ouais. De toute façon, vous, ça vous intéressait pas du tout, ce genre de truc? Si, moi j'étais intéressé, j'étais curieux. Ouais. J'étais curieux, je dirais intellectuellement curieux. Qu'est-ce qui vous fascinait là-dedans? Qu'est-ce qui vous intéressait? J'arrivais pas à comprendre qu'on puisse avoir du plaisir dans la douleur. Moi, ça me semblait incompréhensible. Il y avait quelque chose qui me chagrinait. Vous avez réagi là, Oui. Il y a de quoi réagir. Mais il y a des mimiques au niveau des yeux, du front qui trompent pas, quoi. C'est... Mais bon, pareil, je suis pas physionomiste, donc je dirais pas c'est lui à 100%. Bien sûr. Ah, le profil, là, je viens de voir un profil là, avec une lumière beaucoup plus claire, là, ouais. Ça lui ressemble, hein. Il y a des airs. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je sortais de l'hôpital psychiatrique d'Auxerre, on m'avait foutu sous antidépresseur, il y avait l'influence de Dunant, il y avait... Et quand on a 18 ans, on est complètement paumé, hein. Je peux lui dire merci, hein, parce que... C'est parce qu'elle vous a pas reconnu que vous avez pu partir. Elle m'a complètement innocenté. Hein. Elle m'a dit non, c'est pas du tout lui, il était plus grand, il avait les yeux marrons. Ça correspondait pas du tout. Hein. Non, c'est trop, là. Quand il dit que j'ai dit au juge qu'il avait les yeux marrons, qu'il était très grand, alors que j'ai dit qu'il avait les yeux bleus, qu'il était petit. Pas de problème. Hein. Qu'est-ce qui explique le fait que Claude Dunant, lui, n'ait jamais donné le nom d'aucun de ses clients? Peut-être une sorte de déontologie sexuelle. Pourquoi pas? Moi, vous savez, ça n'est pas un des aspects de sa personnalité qui me sera le plus désagréable. Hein. C'est Albert Camus qui disait « Je préfère un bon assassin à un mauvais facteur » et je fais mienne cette réflexion. C'est-à-dire que quand, à un certain moment, on vient vous reprocher un certain nombre de comportements qui vous apparaissent peut-être à vous-même, il y a une certaine noblesse, même si le mot est un peu fort, à ne pas défausser sur d'autres sa propre responsabilité. Il n'y a pas que nous, quoi. Il y a aussi toutes celles qui ont disparu, qu'on ne retrouvera jamais. Il me disait, tu finiras comme les autres. Tu mangeras le pissenlit par la racine.
Il y a une troisième fille, une troisième jeune femme. Elle n'a jamais assisté au procès. Cette jeune femme, elle s'appelle Isabelle. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Édouard. J'avais téléphoné pour avoir des renseignements sur votre fille. Elle est décédée Il y a déjà un moment de ça, hein. il y a déjà plusieurs années. Ça fait des années que moi je ne l'ai pas vue, puis elle est décédée, je ne sais pas pourquoi. J'ai un beau-fils dans Lyon, il n'y a que lui qui peut vous renseigner. Lui, il est toujours là-bas. Il a de grandes propriétés là-bas. À Auxerre même. À Auxerre même, oui. Ouais. Ils l'ont retrouvé empoisonné, c'est affirmatif. Ils m'ont pas dit que c'est elle qui s'est empoisonnée. Hein. Ouais. Et ça vous a paru bizarre, cet empoisonnement? Ce que j'ai pas compris chez elle, aucun papier, aucune photo. Elle avait toujours les photos de ses gagnés sur elle. Pour vous, on a fait disparaître tout ça, quoi. Pour moi, on a fait disparaître les traces. Tout était Voilà. il n'y a plus rien. Elle est accidentelle, elle ne peut pas se déplacer. Elle avait un accident de bagnole, remarquez pas une bagnole, c'est tout ce qu'on sait. Qui a provoqué pour elle l'impossibilité de se Oui, déplacer. moi je l'ai su donc par ses amis là, dedans qui habitaient Chalon. Et cet accident aujourd'hui vous paraît louche aussi, quoi. Bah oui, c'est plus que bizarre. Oui, Hein. c'est plus que bizarre. Je vous dérange pas. C'est moi qui vous ai appelé hier pour consulter le dossier sur la fraternité Notre-Dame. On a questionné le préfet hier soir. Oui. Et bon, il ne souhaite pas dans la mesure où l'association est dissoute. L'audience est ouverte. Je vous invite à vous asseoir.
Le procès, pour moi, ça a été une horreur. C'était l'enfer qui recommençait. Parce que tout était là, devant nous. Sauf les clients. Quelle était l'attitude de Dunant? Arrogant. Il nous toisait de la tête aux pieds, l'air de dire que quelque part, il a toujours ce petit esprit de vengeance. Je l'ai dénoncé et ça lui a pas plu. C'est lui qui nous a sollicités pour pouvoir s'exprimer sur la personne qu'il était devenu, le rôle qui était le sien auprès des personnes qui étaient en réinsertion aussi. Et on a du mal à mesurer quelle est la part de vrai dans ce qu'il pouvait dire, parce que bon, c'est un acteur aussi, Claude Dunant. Il a fallu plusieurs rendez-vous pour qu'on obtienne cet entretien en dehors du département de Lyon où il était interdit de séjour, puisqu'il doit vivre dans l'est de la France et il a été très prudent, il ne voulait pas de photos effectivement. Oui, il est parti il y a combien de temps de... Moi, ça fait 4 mois que je suis là et je l'ai jamais vu. Ah, jamais vu en fait? Ah bon, parce que j'ai quelqu'un cet après-midi qui me disait qu'il avait vu encore il y a quelques jours, mais... Bon, voilà. Vous l'avez connu comment, vous? Moi, je l'ai connu parce que mon concubin a eu un très grave accident, un soir de Java, et il avait de l'alcool dans le sang, il y a eu un mort, donc il avait été incarcéré. Ah oui, d'accord. Voilà. On s'est toujours occupé de lui le temps qu'il était incarcéré. Puis quand il est sorti la première fois, donc il était hébergé dans ma famille. Il était quand même 15 jours sans sortir, parce que les autres ont dit, si on le rencontre, s'il est sorti, c'est qu'il a bavé. Il a eu des lettres de menaces, comme quoi s'il parlait, et en sortant, il était ébloui. Ah bon? Il recevait des menaces par téléphone, par courrier, comment? Par courrier. Lui disant quoi? Bah, s'il parlait, qu'il savait ce qu'il attendait, quoi. On le restait plus, quoi. Parce que lui, il t'a payé pour les autres. J'ai beau lui dire, Chico, de t'a payé pour des putassiers, des pourris, des pervers. Balance, t'en as rien à foutre. Il a peur encore aujourd'hui. Ah, moi je pense. Si, indirectement, mais par des voies maçonniques. Ah. Puisque Dunant était maçon. Alors eux, ils sont vraiment les jetons. Ah. Et ils m'ont fait jurer de ne pas dire
Des gens qui ont pu observer les allées et venues autour de la maison de Dunant ont identifié un ancien ministre pour l'avoir vu à la télévision et l'avoir donc reconnu, et semble assez clair dans l'identification d'un ancien ministre lié d'ailleurs à des activités dans la région. À la suite d'ennuis fâcheux, ce ministre a quitté la carrière politique il y a quelques années. Est-ce que vous avez été soumis à des pressions ou des menaces pendant que vous meniez cette enquête à un moment ou à un autre? Des menaces, non, pas directement. Simplement, un haut fonctionnaire de la région m'a mis en garde en me disant qu'il fallait quand même faire attention parce qu'il y avait beaucoup de suicides, d'accidents de voiture, de crises cardiaques à l'intérieur ou à la périphérie de cette affaire. Et j'ai dit, c'est quand même pas des menaces. Il me dit non, pas du tout, c'est parce qu'on vous trouve très sympathique. On ne voudrait pas qu'il vous arrive quelque chose de fâcheux. Et le soir même, en rentrant à Paris, on m'a cassé ma voiture dans laquelle il y avait les notes que j'avais prises avec les coordonnées des gens qui avaient accepté de me parler. Et vous étiez garé rue de Valois où, disons, les forces de police ne manquent pas. Donc, non, c'est un des terrains de jeu favoris des forces de police en tout genre, puisqu'il y a la Banque de France, le ministère de la Culture et une antenne des RG. Vous vous sentez très solidaire? Très solidaire de ces filles-là, ouais. À savoir que j'ai été au foyer de Montmercier et que j'ai connu une des filles qui a disparu. Laquelle? Christine Marlot. Toutes les filles qui ont disparu, vous les avez quand même connues? Bah bien sûr, je les ai connues, puisque je les ai transportées dans mon car. Lorsqu'on s'est mariés, on avait demandé des nouvelles de Christine et on nous a dit elle est majeure, elle fait sa vie, elle a quitté le centre. Jamais on nous a dit elle est disparue depuis l'âge de 16 ans. C'est par la télévision que vous l'avez C'est par la télévision qu'on l'a appris. Nous avons retrouvé le gendarme qui est maintenant à la retraite, qui s'appelle Christian Jambert. Ce gendarme avait donc en 1983, ou à partir des années 80 en tout cas, mené l'enquête sur ces disparitions mystérieuses. Une a disparu. Elle est partie d'un foyer un mercredi après-midi en disant à ses petites copines qu'elle partait avec ce chauffeur de car et elle n'a jamais réapparu. Et une autre fois, une autre des filles en question qui avait disparu, il y avait un élément troublant, c'est que c'était lui qui, avec sa propre voiture, l'a emmené à la gare d'Auxerre. Et à partir de ce moment-là, elle part normalement avec lui et elle n'arrive pas à son lieu de travail à Vallon comme prévu et on ne l'a jamais revue. Ah ben oui, je la pose sur le parvis de la gare. Ouais. Je la vois
voir rentrer dans le hall de la gare, c'est tout. D'accord. Je suis parti. Et on a pensé à une fugue, vous avez pensé à quoi? Non, non, c'était pas fait de soucis. Il n'y a qu'au bout d'un mois qu'on a pas reçu de ces nouvelles, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé là après? Mystère et bout de gomme. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous l'avez rencontré, ce gendarme? Eh bien, qu'il avait vraiment travaillé dur sur les dossiers et qu'il se rappelait bien de tout ce qu'il avait notifié dans le dossier qu'il avait fait, quoi. Alors après, c'est vrai qu'il a été un petit peu plus réservé pour nous donner des détails, parce que je pense qu'il voulait d'abord les donner à la justice, chose qu'il n'a pas pu faire. Le dossier d'enquête préliminaire que j'avais fait, bon, je l'avais déposé au parquet comme tout gendarme doit le faire, c'est normal. Et je demandais qu'il y ait une enquête officielle qui soit faite. Et à ma grande surprise, je n'ai jamais pu entendu parler de ce dossier. À l'époque, Jeanbert emmerde tout le monde. Personne ne veut l'écouter, personne ne veut le recevoir. Personne. Et le seul, en fait, qui accepte de l'écouter, c'est moi, parce que, comme on avait l'habitude de travailler ensemble, je demande au juge d'instruction, voulez-vous instruire? Parce que j'ai bien conscience que c'est maintenant que le travail va démarrer. C'est maintenant que la véritable information va commencer, quoi. Le juge d'instruction était qui à cette époque? Monsieur Bourguignon. Monsieur Bourguignon. Il allait me chercher en voiture. Il était chauffeur de car. Et qu'est-ce qu'il vous a fait? Eh ben, il m'a violée. Il m'a emmené Il m'a emmené au secrétariat de son car. Il m'a emmené dans des pièces. Et puis il m'a violée. La justice, il a pris Milou et puis il l'a mis en prison. Puis il allait en prison. Et je souhaite qu'un jour qu'il ne sortira jamais. Quel rapport vous aviez avec M. Charrier? Aucun. Rapport de boulot, c'est tout. Vous avez jamais été invité chez lui? Ah, jamais, jamais. Je sais même pas comment c'était fait chez lui. Et avec Mme Charrier? Bon, alors je sais que les gamines, elles me disaient toujours, elles prenaient, je crois, la douche, c'était un jour en semaine, mais je me rappelle plus quel jour, et que le père Charrier, ça se promenait et puis allait les regarder dans les douches. Ça me toujours. Vous trouviez ça bizarre quand même? Ah oui, là, oui, parce que c'est une chose que je ne me serais jamais permis. Hein. Et quel rapport vous aviez avec Mme Charrier? Bon, Mme Charrier est une femme qui m'a jamais sali, bien au contraire. Elle est venue au procès? Oui, elle m'a soutenu et tout. Hein. Il a changé de région, il est allé habiter dans le Midi, et dans le Midi, il a été arrêté encore 2 fois pour les mêmes problèmes de mœurs.
On nous prend pour des clowns, des individus qui n'existent même pas. Je pense qu'on traite mieux un chien que nous, on nous traite. Hein. Quand on voit, quand ils ont voulu porter plainte au départ, on leur a dit « mais c'est une affaire trop vieille, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? La loi est contre vous ». Il a fallu vraiment mener un combat. Comment le procureur Casal expliquait sa position? Parce que pour lui, il y avait prescription. Il a dit d'ailleurs clairement à de vos confrères journalistes en disant si Émile Louis rentrait et qu'il me dit dans mon bureau et qu'il me dise c'est moi qui ai tué ces jeunes filles, il y a prescription, donc je serai obligé de le laisser partir. Maintenant, il a bonne mine parce qu'il n'y a pas prescription. Donc il ne savait même pas, je veux dire, s'il y avait ou s'il n'y avait pas prescription à l'époque. Il n'a même pas fait une enquête pour savoir s'il y avait des actes interruptifs. Choquant, enfin, à venir pour des professionnels, choquant. L'adjudant Jambert était étonné de nous voir arriver au tribunal puisque personne ne l'avait écouté jusqu'à maintenant. Donc je l'avais rencontré uniquement au tribunal. J'attendais qu'il témoigne devant le doyen des juges d'instruction sur ce qu'il avait à dire. Et il s'est suicidé avant de témoigner. J'ai un peu de mal à comprendre les causes de son suicide. Ouais. Il ne vous donnait pas du tout l'impression de vouloir se suicider? Non, pas du tout. Hein, on aurait pu éventuellement l'aider à se suicider, quoi. Étant donné que il y a des documents qui ont disparu, donc il y avait des documents donc sur les réseaux pédophiles, plus des documents donc sur les disparus de Lyon. Quand j'ai appris que des documents qu'il gardait chez lui relatifs justement à son enquête sur Louis avait disparu, là ça m'a quand même un peu interpellé. Et puis quand on constate aussi qu'il s'est suicidé peu de temps avant d'être entendu comme témoin par un magistrat instructeur chargé de l'affaire Louis, là on se dit ça fait deux éléments qui chacun en soi ne veut rien dire, mais les deux remis face à face, ça commence à prendre du sens. On lui avait dit qu'on ferait une autopsie de son père. Il n'y a pas eu d'autopsie. On avait dit qu'on vérifierait à la balistique un certain nombre de choses. Rien n'a été vérifié. Les constatations que nous avons pu avoir, c'est que, d'une part, gendarme Jambert, la position dans laquelle on le retrouve apparaît assez incompatible avec les éléments qui pourraient tendre à considérer qu'il y a un suicide. On trouve plusieurs douilles au sol. On ne retrouve pas le stylo avec lequel il aurait écrit le mot, un stylo rouge, avec lequel il aurait écrit le mot disant qu'il se suicidait, enfin annonçant à sa fille qu'il se suicidait. Enfin voilà déjà des éléments qui mettent le doute et qui ont mis dans la tête de la famille l'idée qu'il y avait un doute extrêmement sérieux sur les conditions de sa mort. Se rajoute à cette idée le fait que Jambert était sûr qu'on en voulait à sa vie, puisqu'il avait écrit à son garagiste pour lui dire vérifie que ma voiture n'a pas été sabotée à la suite d'un accident qui avait eu lieu quelques mois avant sa mort. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui tentent à dire qu'on a bâclé de manière terrifiante une enquête sur un des éléments clés de l'affaire des disparus de Lyon. Toute la journée, les gendarmes ont repris à Rouvray les fouilles là où Émile Louis a dit avoir enterré les 7 jeunes handicapés mentaux qu'il a tués il y a plus de 20 ans.
Il a été transféré le matin même sur les lieux où il dit les avoir enterrés. Si j'ai demandé cette inspection, si je me suis tellement exprimée, ce qui est rare pour un garde des Sceaux concernant son institution, c'est parce que je trouvais inadmissible au fond des choses que ce soit un président d'association de familles de victimes qui soit obligé de faire le travail. J'ai trouvé ça très profondément choquant, alors qu'il s'agit de la mort de jeunes filles. Moi, je n'ai pas rêvé, ces jeunes filles, elles sont mortes et elles ont été assassinées. On ne vit pas, on survit. Et c'est ça 24 heures sur 24. Parce que les douleurs qu'il nous a fait subir, nous, on traîne ça. Moi, j'aurais préféré mourir. Lui, ça y est, pour lui, il a payé sa dette, il a été en prison et tout. Mais il faut savoir que les cicatrices qui nous restent sur le corps, toutes les douleurs qu'on a encore, aussi bien physiques que psychologiques, eh ben, on les portera jusqu'à la fin de notre mort, nous. Donc, nous, on continue à payer pour tout le mal qu'il nous a fait.